Bonjour à toutes et à tous, on va parler thermodynamique aujourd'hui. Et surtout, on va voir comment s'assurer qu'une chaudière, par exemple, ne va pas exploser. Et oui, la réponse se trouve dans des pages de chiffres qui peuvent sembler un peu rébarbatives. Ce sont les tables thermodynamiques. Mais vous allez voir, ensemble, on va décoder tout ça pour comprendre comment on passe de la théorie à des projets bien réels et surtout bien sécurisés. C'est vraiment la question fondamentale, n'est-ce pas? Que ce soit pour une simple bouteille de gaz ou pour une centrale nucléaire, on ne peut pas se permettre d'improviser. La sécurité, l'efficacité, tout ça repose sur une connaissance parfaite du comportement de la matière. Et cette connaissance, eh bien, elle est justement compilée dans ces fameuses tables. Alors, pour y voir clair, voici notre programme. On va commencer par la base, la carte d'identité de chaque gaz. Ensuite, on va explorer un concept super intéressant, le point critique. Après ça, on se plongera dans le décodage des tables de vapeur. Et pour finir, on appliquera tout ça à un cas bien concret, comment dimensionner un réservoir. C'est parti! Bon, commençons par le tout début. Il faut savoir que chaque gaz, chaque fluide a sa propre personnalité. C'est un peu comme nous. On peut vraiment parler d'une carte d'identité, avec des caractéristiques uniques qui vont définir tout son comportement. Et c'est là que tout se joue. Avant même de penser à faire des calculs complexes, il y a une étape absolument obligatoire, bien connaître sa matière. C'est comme lire le mode d'emploi avant de se servir d'un nouvel outil. Si on saute cette étape, on va droit dans le mur. Regardons ça de plus près. Prenez l'hydrogène. Il est super léger, on est d'accord. Maintenant, comparez-le au R134A, qui est un réfrigérant assez courant. Il est plus de 50 fois plus massif. On se doute bien que ces deux gaz ne vont pas se comporter de la même façon. Et ça se confirme avec leur constante R. Chaque substance a vraiment sa propre signature, c'est ça qu'il faut retenir. Ok, maintenant qu'on a vu que chaque gaz a son identité, penchons-nous sur un moment très spécial dans sa vie. Sa transformation de l'état liquide à l'état gazeux. Et pour bien piger ça, il y a un concept clé, le point critique. On a tous déjà vu ces graphiques en 3D un peu intimidants dans les manuels de thermo. Ils sont très précis, c'est vrai, mais soyons francs, ils ne sont pas super pratiques au quotidien. Du coup, les ingénieurs, ils simplifient. Ils préfèrent utiliser des sortes de cartes en 2D beaucoup plus faciles à lire, comme celles qu'on voit sur ce casier d'étudiant. L'important, c'est d'aller à l'essentiel. Alors, le point critique, c'est quoi au juste? Imaginez une salle de bal. Au début de la soirée, on distingue bien les couples qui dansent. Mais si la salle se remplit, que la musique s'accélère, à un moment, tout se mélange. On ne voit plus les couples, juste une foule en mouvement. Eh bien, le point critique, c'est ça. C'est le moment où le liquide et la vapeur sont tellement agités et proches l'un de l'autre qu'on ne peut plus faire la différence. Et ces chiffres, ils ont des applications très concrètes. Pour l'eau, il faut attendre une pression juste colossale. 220 fois la pression de l'air qu'on respire. C'est ce qui se passe par exemple dans les centrales électriques. Pour le CO2, c'est un peu moins, mais ça reste énorme. Et c'est grâce à ces conditions extrêmes qu'on peut, tenez-vous bien, extraire la caféine du café sans utiliser de solvant chimique. Pas mal, non? Bon, maintenant qu'on a posé les bases, il est temps de mettre les mains dans le cambouis. On va voir concrètement comment se servir de l'outil numéro 1 de l'ingénieur en thermo, les tables de vapeur. Alors oui, au premier abord, ça peut faire un peu peur, tous ces chiffres alignés, mais pas de panique. Il y a une logique très claire là-dedans, on va décortiquer ça tranquillement et on verra que c'est bien plus simple que ça en a l'air. Alors, comment on lit ça? C'est tout simple. Étape 1, on cherche la pression qui nous intéresse dans la toute première colonne. Étape 2, juste à côté, on lit la température à laquelle l'eau va se mettre à bouillir. Et enfin, étape 3, on se balade dans les autres colonnes pour trouver toutes les autres infos dont on a besoin. On voit les petits indices F et G, c'est pour faire la différence entre l'état liquide, F pour fluide, et l'état gazeux, G pour gaz. Allez, petit exercice pour voir si ça rentre. Jetons un œil à la table. Si on est à la pression atmosphérique normale, disons environ 100 kPa, d'après le tableau, à quelle température l'eau se met-elle à bouillir? Alors, on a trouvé? La réponse, c'est presque 100 degrés Celsius. Et oui, le fameux 100 degrés qu'on apprend tous à l'école est en fait une approximation. La vraie température d'ébullition change avec la pression. Et comme on le voit sur cette note d'étudiant, à 1 atmosphère, c'est plutôt 99,9 degrés. C'est ça la précision de l'ingénieur. Parfait. Maintenant qu'on sait lire ces tables, on va pouvoir s'attaquer à un vrai problème d'ingénierie. On va voir comment toutes ces données nous permettent de concevoir du matériel bien réel. Voilà le genre de cas pratique que tous les étudiants en génie rencontrent un jour, calculer la taille d'un réservoir. Ce cahier nous montre exactement comment on s'y prend. Allez, suivons le raisonnement étape par étape. Bon, quel est le problème? On a un réservoir et à l'intérieur, il y a du réfrigérant R134A.
On a deux infos, la pression, 160 kPa, et son état, c'est de la vapeur saturée. L'objectif, c'est de trouver le volume de ce réservoir. Et pour ça, notre meilleur ami, ça va être la table A12, celle qui est spécifique au R134A. C'est le moment crucial. On ouvre notre table A12, on descend jusqu'à la ligne 160 kPa, puis on va chercher la colonne V110G pour la vapeur saturée, et bingo! On trouve la valeur magique, 0,12348 m3 par kilogramme. Et après ça, c'est presque un jeu d'enfant. La physique nous dit une chose très simple. Le volume total, c'est la masse totale du gaz multipliée par le volume que chaque kilo de ce gaz occupe. On a trouvé ce fameux volume massique grâce à la table, il ne reste plus qu'à faire la multiplication. En utilisant la masse qui était donnée dans l'énoncé de l'exercice, on arrive au résultat final de 4,173 m3. Et voilà, le tour est joué. On a calculé la taille exacte du réservoir. Et c'est ça qui est génial en ingénierie. On part de simples chiffres dans un tableau, des données qui peuvent sembler abstraites, et on arrive à concevoir des équipements bien réels, qui fonctionnent, et surtout, qui sont sûrs. C'est ce savoir-faire qui permet de bâtir le monde qui nous entoure. Avant de conclure, juste une dernière pensée. Ces tables, elles sont le fruit de siècles de travail et de recherche. Elles nous donnent le pouvoir de comprendre et de maîtriser la matière. Mais elles nous rappellent aussi qu'il y a encore tellement de choses à découvrir. On peut se demander ce qu'il se passe dans des conditions vraiment extrêmes, au cœur d'une étoile par exemple. Quelles nouvelles propriétés incroyables la physique et l'ingénierie nous réservent pour demain? La question reste ouverte. Merci d'avoir suivi.